cette capsule sur l'exclusion d'un programme d'études. Avez-vous déjà entendu parler de l'exclusion d'un programme d'études? Peut-être ne saviez-vous pas qu'il était possible d'être exclu de votre programme. Nous avons réuni autour de ce projet plusieurs ressources, experts, intervenants soucieux de vous venir en aide pour comprendre l'exclusion, voir l'effet qu'elle peut avoir sur vous et évaluer les actions possibles. Dans un premier temps, il est peut-être important de définir ce qu'est l'exclusion d'un programme d'études à l'Université Laval. L'exclusion fait suite à la vérification du rendement universitaire d'un étudiant. Bien que la réglementation concernant l'exclusion soit très précise et détaillée dans le règlement des études, la décision n'est cependant pas automatique. Suite à l'analyse de votre dossier, c'est la direction de programme qui prend la décision d'imposer ou non la sanction. Un peu plus loin, M. Jolicoeur, directeur de programme, vous parlera justement plus en détail de son rôle. Les causes de l'exclusion peuvent être diverses. Une moyenne cumulative trop faible, la non-réussite de la scolarité préparatoire imposée ou l'échec répétitif d'un même cours sont des exemples qui peuvent amener une direction de programme à émettre une sanction d'exclusion. Un avertissement de la direction de programme est cependant soumis à l'étudiant en difficulté avant de passer à l'exclusion. Au premier cycle, un étudiant peut se voir attribuer le statut en probation, limitant ainsi le nombre de crédits auxquels il est autorisé à s'inscrire, afin de l'encourager à remonter sa moyenne. La reprise de certains cours ou l'inscription à des cours supplémentaires pour une mise à niveau peut également lui être imposée. La direction de programme réévaluera ensuite le dossier de l'étudiant qui demeure en difficulté afin de déterminer si celui-ci sera en poursuite sous condition ou exclu du programme. Les étudiants inscrits dans un programme de cycle supérieur avec recherche font quant à eux l'objet d'une évaluation continue par la direction de programme. Une progression jugée insatisfaisante peut mener à une poursuite sous condition ou à une exclusion. Le rendement universitaire est vérifié au terme de chaque session, après que les notes aient été déposées au relevé de notes. Fait intéressant, 60% des étudiants de premier cycle et 35% des étudiants de deuxième cycle persévèrent dans leurs études suite à une exclusion, soit dans le même programme, après entente avec la direction de programme ou suite à la réussite d'une mise à niveau, ou dans un programme différent. Comme l'a mentionné Mme Julie Garon du bureau du registraire, c'est le directeur ou la directrice de programme qui prend la décision d'imposer ou non la sanction d'exclusion. Monsieur Jolicoeur, vous avez ce rôle de directeur de programme. Pouvez-vous nous en dire davantage? Avec plaisir. Alors, écoutez, le rôle du directeur de programme, c'est un peu la personne là, qui est en première ligne, qui doit appliquer la réglementation, mais qui doit quand même aussi faire preuve d'une certaine compréhension, un peu de compassion, parce qu'il y a beaucoup de cas très délicats là, qui doivent être réglés parfois. Alors, on fait preuve de jugement, on fait preuve de sensibilité. Moi, en tout cas, j'essaie toujours d'être à l'écoute. Il y a des cas vraiment difficiles, des étudiantes avec des familles, avec des situations financières complexes, des situations d'immigration pas réglées toujours. Alors, il faut vraiment être à l'écoute un peu de tout ça. C'est sûr qu'on prend en compte les résultats scolaires. Hein, le risque de l'exclusion, il est essentiellement lié à l'exclusion, aux résultats scolaires, mais au-delà de ça, encore une fois, il faut prendre l'ensemble en perspective. Alors moi, j'écoute tout ça, j'essaie de voir dans les résultats scolaires peut-être un peu mauvais, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, quelles solutions on peut envisager. Parfois, la souplesse est la règle d'or, mais d'autres fois, l'objectif, c'est de rendre service à l'étudiant toujours. Hein, et d'autres fois, il faut dire, écoute, je pense que ça ne marche pas. Là, il y a peut-être lieu d'envisager autre chose. Alors moi, je fais partie des personnes un peu trop douces, selon mon agente et d'autres personnes. Et parfois, elles ont raison. C'est-à-dire que donner trop de latitude, ce n'est pas toujours rendre service à l'étudiant. Mais je pars du principe qu'en donner un peu, surtout au début, c'est quand même donner une chance. Et moi, j'ai pu observer, ça fait longtemps, je suis directeur de programme, que ça marche quand même, la plupart du temps. On donne une session de plus, on donne des balises, on explique que oui, il faut remonter, mais on donne des trucs pour remonter, des outils de travail, des cibles précises. Et puis avec ça, on réussit, à mon avis, à en sauver une grande proportion. Alors, mais il faut écouter souvent, simplement écouter l'étudiant, ça le met en confiance et puis ça lui donne le goût de continuer. Si l'étudiant n'a pas vraiment envie de continuer, on a beau lui donner toutes les chances possibles,
ben, c'est là qu'il faut voir ça venir aussi. Des fois, je me dis, non, ça ne sert à rien de donner une chance de plus parce que je ne suis pas sûr que cette personne ait vraiment envie de continuer et qu'elle soit vraiment à sa place. C'est ça qu'il faut être capable de déceler. Alors, il faut être franc, il faut être honnête, il faut donner leur juste, mais il faut essayer de voir ce qui est le mieux pour la personne. Et ça ne saute pas toujours aux yeux et c'est peut-être pas toujours ce que la personne elle-même dit. Donc, c'est complexe. Là. Il faut évaluer les chances de réussite. Il faut que l'étudiant lui-même réfléchisse à ses choix pour l'aider dans ce processus-là. Parfait. Et concrètement ou techniquement, comment ça se passe? Comment est communiquée la décision prise par le directeur de programme? Bon, on fonctionne par courriel, c'est sûr. Encore une fois, ce sont les résultats scolaires qui sont la pierre angulaire là, d'une exclusion ou de conditions nouvelles qui vont être proposées afin d'éviter l'exclusion. Alors, tout ça est envoyé par courriel pour qu'il y ait des traces écrites. C'est important là, parce qu'on va y référer par la suite. Bon, comme je vous le disais dans mon courriel antérieur, il y avait des cibles atteintes, elles n'ont pas été atteintes. C'est sûr que quand on donne des cibles très précises et que l'étudiant ne les atteint pas, bien là, mon agent a raison de me dire, bien, écoute, tu as donné des cibles, là, puis l'étudiant ne les a pas atteintes. Alors, à ce moment-là, avant de donner des cibles trop précises, il faut bien réfléchir à ça. Il faut que je me pose la question, est-ce que je pense que l'étudiant va être capable d'atteindre la cible? Sinon, je n'ose bien pas donner de cibles précises, mais bien de dire, ça prend une amélioration de ce côté-ci ou de cela, plus d'assiduité au cours, une légère augmentation de la moyenne va être nécessaire, mais sans donner nécessairement de cible. Et puis, aider l'étudiant à aller dans le bon chemin pour augmenter ses moyennes. Puis aussi, lui donner aussi des pistes de solutions personnelles. Parfois, c'est ça aussi là, qui peut l'aider. C'est pas juste de dire « augmente ta moyenne ». C'est facile à dire, là, mais c'est pas toujours si simple que ça. Donc, il n'y a pas juste les résultats scolaires. Il y a tout un ensemble à prendre en compte. Et puis, il faut faire attention avec nos cibles, encore une fois, si elles sont trop précises. À ce moment-là, on se peinture dans le coin, comme on dit familièrement. Et après ça, c'est difficile de revenir sur sa parole. Ça prend une certaine intégrité, une certaine rigueur dans ce qu'on dit et dans ce qu'on donne comme condition. Puis ensuite, l'attitude que l'on prend à plus long terme qui doit être dans la foulée de ce qu'on a dit précédemment. Vous y avez déjà un petit peu répondu, mais avec votre expérience de directeur de programme, qu'est-ce que vous jugez le plus important à considérer dans la situation d'exclusion? Ben, il faut être bien clair. Et puis, c'est là où, parfois, quand on veut trop bien faire, être trop gentil, bien, finalement, on n'est peut-être pas si clair que ça. Donc, c'est bien d'être à l'écoute, d'être sensible, d'avoir de l'empathie, de la compassion, mais il faut quand même toujours être clair. Alors si on donne des cibles, bien, il va falloir s'en tenir à ça. Puis, donc, si on ne veut pas trop être tenu par nos cibles, mais n'en donnons pas. Ça fait partie de la clarté, de la transparence. Alors, donnons des options. C'est bien d'avoir plus qu'une option. C'est trop simple et parfois trop difficile de simplement dire ben, il va falloir que tu aies B dans ton cours, sinon tu es exclu du programme. C'est un peu simpliste comme approche. Là. Mais soyons transparents, des conditions très claires qui peuvent être parfois plus complexes que simplement il faut avoir B, plus subtiles, plus globales. Alors, comme directeur de programme, on a un certain jeu. On travaille en équipe avec l'étudiant, avec l'agente, avec les professeurs. Parfois, je communique avec les professeurs pour leur dire, écoute, est-ce que tu pourrais lui donner une autre chance, etc. Bon, une exclusion, c'est jamais agréable. On sait quelles conséquences ça peut avoir pour certains étudiants. Étonnamment, il y en a pour qui, finalement, c'est une sorte de libération, mais c'est une minorité. Pour la plupart, c'est une tragédie, soyons bien clairs. Mais pour quelques-uns, je pense que ça prenait quelqu'un qui dise, écoute, ça ne marche pas là. On va faire autre chose, il y a d'autres options, peut-être qu'il y a d'autres programmes qui seraient plus adaptés. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Il faut en venir à cette évidence à l'occasion. Moi, je repousse souvent cette échéance-là le plus possible. C'est peut-être que j'ai peur moi-même d'assumer cette réalité que parfois certains étudiants ne sont pas à leur place, mais c'est de leur rendre service d'être toujours clair et transparent à cet égard-là. Oui, donnons une chance, mais à un moment donné, c'est peut-être pas rendre service non plus que de toujours laisser les portes ouvertes. Et toujours soyons bien clairs pour que l'étudiant ne soit pas tout à coup complètement étonné d'une réaction, d'une décision à laquelle il ne s'attendait pas. Ça peut être encore plus catastrophique que simplement une exclusion qui est le résultat d'un processus transparent, étalé dans une certaine période de temps et qui ne tombe pas comme une massue tout simplement là, un bon matin.
À la suite d'une sanction d'exclusion, est-il possible de faire changer la décision? Oui, vous pouvez demander une levée de sanction. Vous disposez cependant d'un délai limité pour déposer votre demande auprès de la direction de votre programme. La demande de levée de sanction doit être présentée par écrit, soit par lettre ou par courriel, au plus tard au début de la session d'automne ou de l'hiver. Vous pouvez demander une levée de sanction si vous êtes en mesure de présenter des faits nouveaux ou si vous vous sentez lésé. Un fait nouveau peut être un billet médical, une situation particulière qui a pu affecter votre capacité d'étudier. Bref, un élément que la direction de programme n'avait pas en main lors de sa prise de décision. L'exclusion suscite une période de crise et de remise en question similaire à une perte ou à un deuil. L'exclusion peut faire vivre plusieurs émotions et même une détresse. La situation amène plusieurs étudiants à demander de l'aide au centre d'aide aux étudiants. Chaque étudiant va réagir différemment face à cette exclusion, selon sa situation et son contexte de vie. Dans tous les cas, il peut s'ensuivre une série de réactions liées à l'incertitude face à son avenir scolaire et professionnel. Quand on apprend qu'on est exclu de son programme d'études, la première chose, c'est d'absorber le choc. Comme conseiller d'orientation, notre expérience nous a démontré que plusieurs réactions sont possibles. La surprise ou à l'inverse, il n'y a pas de réaction du tout parce que l'étudiant s'y attendait. Le détachement, il faut toutefois faire attention au déni, du stress et de l'anxiété, de la colère envers soi et envers le système scolaire. Quelques-uns s'en veulent de ne pas avoir mis tous les efforts, de ne pas avoir pris leurs études au sérieux. Pour d'autres étudiants, il y a de la honte par rapport à soi, par rapport à ses amis ou à sa famille. La tristesse de perdre son réseau d'amis, son titre professionnel anticipé. La fuite, c'est-à-dire décider de quitter définitivement les études. Enfin, un empressement à faire un choix pour ne pas perdre de temps et arriver rapidement sur le marché du travail. Si vous n'êtes pas en mesure de présenter des faits nouveaux permettant de faire une demande de levée de sanction, comme expliqué précédemment par M. Gravel du bureau du registraire, notre conseil serait de prendre votre temps pour mieux comprendre la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Sauf en de rares exceptions. Par exemple, une crise suite à une séparation ou un décès. On ne se retrouve pas dans une sanction d'exclusion sans qu'il y ait eu des signes avant-coureurs, évidents ou non. Il n'y a pas de fumée sans feu, en fait. Considérez donc cet événement comme une occasion de regarder les choses telles qu'elles sont. Ce ne sera pas nécessairement chose facile. Vous serez enclin à vous arrêter à la première raison qui vous apparaîtra valable. Trop de travail, cours ennuyeux, pas assez d'études. Dépasser ce premier constat qui, bien souvent réel, n'est peut-être en fait que la conséquence d'une raison encore plus importante. C'est peut-être en effet une opportunité pour vous de vous poser des questions, dont certaines liées à votre choix d'orientation scolaire et professionnelle. Par exemple, comment avez-vous vécu votre adaptation aux études universitaires et votre intégration à l'université? Étiez-vous motivé à court terme, moyen et long terme par vos études? Étiez-vous capable de réussir les études entreprises? Étiez-vous suffisamment en santé physique et psychologique pour passer à travers les exigences des études? Comme conseiller d'orientation, nous vous encourageons à tenir compte de plusieurs dimensions, à savoir votre motivation, vos intérêts, vos aptitudes, vos habiletés, votre contexte de vie. Une fois que vous avez bien diagnostiqué ce qui vous a mené à l'exclusion, il est possible de mieux évaluer vos options et de mettre en place des solutions. Comme vous le savez, pour certains, il est peut-être possible de réintégrer le programme dans lequel vous avez été exclu, comme l'a mentionné Mme Julie Garon du bureau du registraire. Évitez de faire un choix émotif ou impulsif. Analysez votre situation en réalisant peut-être une démarche d'orientation avec un professionnel de l'orientation. Si les difficultés identifiées proviennent de mauvaises stratégies d'études, par exemple la procrastination, les lacunes avec le français, etc., ou des difficultés psychologiques, consultez les textes offerts sur le site du Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval.
Vous pourriez également rencontrer un professionnel pour recevoir de l'aide et des conseils à ce niveau. Donnez-vous du temps pour rebondir. Parce qu'il s'y attendait ou parce qu'il le souhaitait inconsciemment, n'osant pas assumer la décision de cesser leurs études, certains étudiants éprouvent du soulagement ou de l'indifférence par rapport à leur sanction d'exclusion. Mais pour la majorité, l'exclusion de son programme est un événement dérangeant. Comme nous l'indique la recherche et la pratique, lorsqu'un événement est imposé de l'extérieur et demeure irréversible, les gens doivent passer à travers diverses étapes et vivre différentes émotions en fonction de sa personnalité. En général, on associe ces événements aux pertes, qu'elles soient dites majeures, par exemple un décès, un divorce, ou mineures, par exemple un échec. Si après mûre réflexion, vous souhaitez poursuivre vos études à l'Université Laval, vous avez deux options. Vous pouvez déposer soit une demande d'admission dans un autre programme ou bien aux études libres. Un étudiant exclu de son programme qui souhaite poursuivre ses études à l'Université Laval à la session suivante a la possibilité de faire une demande d'admission en ligne aux études libres. Il lui sera également possible de déposer une demande, même si la date limite est passée, en communiquant directement avec le secteur des études libres du bureau du registraire. Dans les deux cas, nous lui enverrons un lien vers un questionnaire qui lui permettra d'entamer une réflexion sur sa situation et d'envisager différentes solutions. Une rencontre avec un conseiller ou une conseillère à la gestion des études sera prévue, en personne ou au téléphone, pour discuter de ses préoccupations, mais aussi pour vérifier si des ressources supplémentaires pourraient l'aider, telles que le cours apprentissage autonome, des conseils, des outils pour améliorer ses stratégies d'apprentissage, rencontre avec un psychologue ou un conseiller d'orientation. Le cheminement proposé aux études libres permettra à l'étudiant d'explorer de nouvelles disciplines, de s'engager dans sa réussite scolaire et d'améliorer ses méthodes de travail. Il devra cependant respecter certaines exigences. Il ne pourra s'inscrire à des cours contributoires au programme dont il aura été exclu. Il devra s'inscrire au cours apprentissage autonome lors de sa première session aux études libres. Il devra s'inscrire à un maximum de 12 crédits par session. En obtenant de bons résultats aux études libres, on peut penser que l'étudiant aura la chance d'être admis ou réadmis dans un programme non contingenté. Plusieurs étudiants nous demandent si les cours réussis peuvent être récupérés dans leur programme, par l'entremise du baccalauréat multidisciplinaire peut-être. Madame Paul Garon, responsable du bac multi, vous en parlera dans quelques instants. En terminant, sachez que les études libres demeurent une opportunité unique, permettant à l'étudiant de démontrer qu'il est en mesure de bien réussir des cours de niveau universitaire. Bon succès! Connaissez-vous le baccalauréat multidisciplinaire? Ce programme, menant un grade de premier C, permet d'intégrer 3 certificats ou 2 certificats et une formation complémentaire de 30 crédits. Il offre l'opportunité de composer un projet d'études polyvalent et diversifié, répondant à vos besoins de formation professionnelle et personnelle. Vous pouvez y intégrer un profil, un stage ou encore partir en mobilité. Si vous n'envisagez pas de retourner dans votre programme initial, vous pourriez peut-être vous faire reconnaître des cours réussis dans un certificat ou dans une formation complémentaire. Présentement, l'équipe du baccalauréat multidisciplinaire accompagne près de 1800 étudiants dans leur cheminement scolaire pour qu'ils réalisent un projet d'études répondant à leurs aspirations. Pour en savoir plus sur le baccalauréat multidisciplinaire, je vous invite à communiquer avec notre équipe. Nous pourrons vous renseigner sur les avantages et les possibilités qu'offre ce programme d'études. Comme nous pouvons le constater, l'exclusion demeure une épreuve à l'intérieur d'un parcours universitaire. Il s'agit d'une réalité qui peut faire mal. Et même si elle fait mal, nous savons aussi qu'il y a de l'espoir, qu'il est possible de rebondir et de compléter un programme d'études. Il est surtout important de ne pas rester seul dans cette épreuve. Évidemment, chacun a un travail à faire quand on parle de l'exclusion, incluant les étudiants touchés. Nous vous avons présenté les différents intervenants qui peuvent vous venir en aide si cette situation se présente.
À ces intervenants, nous aimerions ajouter le Bureau des droits étudiants des associations étudiantes des différents cycles. Les statistiques nous démontrent que le pourcentage d'exclusion est plus élevé au premier cycle et nos discussions avec le Bureau des droits étudiants de l'ACADOL nous confirment que les étudiants utilisent les services de soutien et d'accompagnement qui leur sont offerts. Toutes les personnes présentées dans cette capsule peuvent travailler en équipe pour minimiser l'impact sur votre parcours scolaire. N'hésitez pas à les consulter. Enfin, nous vous rappelons que les services du Centre d'aide aux étudiants sont gratuits et confidentiels.